Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Saga Africa. Alors aujourd'hui, je vous propose de rester sur Rabat et de faire ou refaire connaissance avec des personnages charismatiques et opérant dans divers domaines. On commence avec Singboni Teilito, la fille adoptive de l'ancien président du Congo, Mobutu. Alors opérant dans les RP, le personnel shopping ou encore les voyages organisés pour ne citer que cela, Singboni n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Tour à tour working woman, entrepreneur ou influenceuse, elle cumule les casquettes et adore ça. Je vous laisse regarder. Diplômée en communication et passionnée d'art de vivre, Singboni Teilito a transformé ses centres d'intérêt en business. Vivant entre le Maroc et le Congo RDC depuis 1997, cette touche-à-tout travaille aujourd'hui pour des particuliers dont elle met en avant les marques ou organise les lancements produits. Tout y passe, mode, gastronomie, personal shopping, RP, exportation de produits marocains. Les casquettes sont multiples et l'enthousiasme bien implanté. Alors, j'ai plusieurs activités. Je fais de la communication en général, la promotion d'artistes, d'endroits, de marques, de personnes. Je fais aussi du personal shopper, c'est-à-dire que je fais les courses pour les gens, des personnes qui n'ont pas le temps de faire leurs courses. J'organise les voyages pour les gens aussi, j'organise différents événements, des soirées socioculturelles ou autres, privées comme professionnelles. Et en fait, j'ai eu surtout envie de promouvoir l'art marocain à l'extérieur, c'est ce qui m'a poussée à aller vers ces activités-là. J'avais déjà mon diplôme que j'avais eu à Paris en 2001. Et je me suis lancée en 2006, donc c'était directement que je voulais devenir mon propre patron, si je peux dire. Dans cet espace de coworking, Singboni s'active. En ce moment, elle collabore avec une créatrice congolaise et amie d'enfance qui souhaite commercialiser ses sacs de luxe au Maroc via un site internet. Boni doit donc faire le relais entre la designeuse et sa future clientèle en lui proposant la stratégie adéquate. Depuis plus de 20 ans que Boni vit ici, elle a appris à connaître les spécificités du marché. Au départ, ce n'était pas facile vu la barrière de la langue. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré des personnes qui m'ont facilité la tâche, des personnes locales qui ont pu m'aider, m'aiguiller dans mes différentes activités. Ce que je préfère le plus, c'est la partie événement, parce que je suis quelqu'un d'assez gai qui aime rencontrer les gens, faire la fête, entre guillemets. Donc organiser des événements, organiser des soirées, ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Bien introduite dans le milieu du show business, Singboni se retrouve parfois sollicitée sur des projets par des célébrités. C'est le cas de l'acteur Anas Elbaz qui a récemment décidé de se lancer dans la chanson. Ami de la jeune femme, il a fait appel à ses services pour le tournage de l'un de ses clips. De quoi marquer la rentrée en beauté. Mon rêve de petite fille, c'était d'être chanteuse. Et à Kinshasa, avec un ami, nous avons créé une boîte de production musicale qui s'appelle Afro-Authentique. Et donc du coup, je suis toujours restée dans le milieu à fréquenter des artistes, chanteurs, acteurs comme Anas Elbaz qui se lance maintenant dans la musique. Et là, je vais l'aider à trouver une maison pour son clip plutôt que de faire la promotion artistique. Ce sera plutôt de l'aide logistique, si je peux dire. Le tout premier showman dont j'ai pu organiser le show à Kinshasa, c'est le comique belgo-congolais. Je ne sais pas si vous connaissez Cody, qui est aussi un ami d'enfance. Ça, c'est le tout premier show que j'ai pu organiser à Kinshasa. Également Youssou N'Dour du Sénégal et j'espère Anas Elbaz à Kinshasa, pourquoi pas. Sur tous les fronts, Singboni cumule les activités, les rencontres et les expériences originales. Tout ce qu'elle aime, n'ayons pas peur des mots. Fan d'artisanat marocain, la jeune femme a eu envie de créer un pont entre son pays d'adoption et son pays d'origine. C'est en visitant le village des arts marocains de Salé qu'elle a eu l'idée de se lancer dans l'exportation raisonnable d'objets de décoration. Une activité commencée il y a quelques années maintenant. Que ce soit à destination de magasins situés à Kinshasa ou de particuliers, ces bibelots trouvent toujours acheteurs. En sortant du confinement, elle a eu envie d'y revenir et de prendre contact avec de nouveaux fournisseurs. Tout d'abord commencer par les amis qui commandent, qui aiment bien ce que j'ai et que je commande. Et ensuite, je commence à amener des petites quantités et après des grosses quantités. Mais là, avec le confinement oblige, donc du coup, les commandes se sont arrêtées, les transferts de commandes aussi. On est passé de 2 à 3 conteneurs à un seul conteneur, par exemple, selon les destinations. Donc le confinement nous a beaucoup marqué. Nous sommes très heureux de revoir ces endroits réouvrir. J'espère que l'activité va reprendre après ça. Dans quelques temps, les frontières vont réouvrir et Boni doit savoir sur quoi tabler avant de redémarrer les affaires. Comparer les prix avec les boutiques habituelles lui permettra d'effectuer les meilleurs choix au moment voulu.
La majorité de ma clientèle sont déjà au courant, connaissent, ont déjà visité le Maroc. Donc ils connaissent, une fois que j'ai partagé une photo par exemple sur les réseaux sociaux, ils savent d'où ça vient. Je mets toujours un petit explicatif avec l'origine, la fabrication, si je peux même parler de l'artisan qui le fait. Je le fais toujours et c'est comme ça que je tiens au courant ma clientèle sur l'origine des objets que je leur amène du Maroc. Très appréciés chez elle, ces objets se vendent, paraît-il, très bien. Petits, pratiques et colorés, ils ont tout pour plaire. Ça, c'est l'objet que je préfère dans tout l'art marocain, bizarrement. C'est le cendrier. Ça doit être quelque chose avec la forme et le mélange avec la céramique et ici l'argent, que j'aime beaucoup. Et malheureusement, je suis moi-même fumeuse de cigarettes. La visite prend fin, Sangboni reprend la route direction Rabat pour de nouvelles prospections. D'artisanat sans parler de vêtements traditionnels, l'autre péché mignon de Sangboni. Difficile de ne pas être séduite quand on vit au Maroc depuis plus de 20 ans. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec Haj Abdelrahman, son fournisseur attitré. En affaire avec le commerçant, Sangboni s'approvisionne également auprès de lui pour ses clientes congolaises. Content de retrouver celle qu'il a pratiquement vu grandir, Haj Abdelrahman montre ses nouveautés. Ici, dans le cadre d'un personal shopping pour le compte d'une cliente, elle regarde, essaie et prend des photos pour les envoyer à celle-ci. Alors ça a tout d'abord commencé entre amis, des copines qui voient ce que vous portez, qui vous demandent de vous ramener et ensuite qui vous donnent l'idée d'en faire un commerce. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait connaître. Il y a pas mal de Congolais qui connaissent quand même les djellabas du Maroc. Donc, et comme je suis sur les réseaux sociaux et que je partage des photos, c'est comme ça que je me fais ma clientèle petit à petit. Et du coup, il y a même des clients qui me demandent en gros pour elles vendre dans leur magasin ou vendre à leur clientèle à elles dans d'autres villes du Congo. Et c'est ici que je viens me fournir. Je suis venue pour une cliente congolaise qui, elle, veut passer avant tout le monde. Donc elle veut que je vienne déjà voir la nouvelle collection pour lui envoyer des photos et pour qu'elle puisse faire son choix dès que les frontières ouvrent. J'enverrai la marchandise. Donc comme cette Gandora fleurie, pour rester à la maison qui plaît beaucoup. Ça doit être un de mes produits qui marche le mieux. Pour Haj Abdelrahman, qui connaît aussi sa famille, Sangboni est un peu chez elle et c'est toujours plaisant de la recevoir et d'échanger avec elle sur la belle époque. العلاقة ديال بوني والعائلة ديالها وصحابها كاع الناس هذه معاملة عندنا خاصة بهم. ملي كتبغي شي حاجة كتجي تشري عندنا ودوك الحوايج اللي كتدي عندها للبلاد ديالها كيشوفوهم الناس العائلة ديالها وكيطلبوا لها الشيء اللي خدات عندنا وكتجي عندنا هي كتعطينا لا كوموند كنصايبوا لها وكيفرحوا بهم ونفرحوا بهم وكنتعاملوا مع معاملة خاصة بهم لأن حتى حنا ثقة مع الثقة كتكون واحد المسيرة طويلة ما خصناش نشوفوا مثلا غير نهار واحد شوفوا داك الشيء مستمر هذاك الشيء باش استمرت الحياة واستمرت العلاقة بيناتنا واستمرت تبارك الله في تقريبا كيزورونا 4-5 المرات في العام وهي عائلتها وصحابها وكاع اللي كيجونا كاع من المغاربه ديالنا مع كيتعاملوا هما كيجيو عندنا هذا كيوري لهذا هذا كيشوف موديل هذا وهي والطريقه غاديه هذا الشيء اللي كاين. Alors un autre volet aussi de mes activités, c'est la gastronomie, l'événementiel dans la gastronomie. Et aujourd'hui, surprise, surprise, on va aller apprendre un plat au restaurant Asiam avec un ami à moi. Allez, on y va? Samedi matin, le week-end de Sangboni débute par une rencontre culinaire à l'Asiam, l'un de ses restaurants préférés. Invité à se mettre au fourneau par le propriétaire des lieux, Sangboni en profite pour échanger avec son ami. Les deux ne s'étaient pas vus depuis longtemps, c'est donc l'occasion de se mettre au courant des actualités respectives. Au bout de quelques minutes, le cours de cuisine peut débuter sous la houlette du chef thaïlandais. Petit passage par l'évier avant de toucher aux ingrédients. Par les temps qui courent, on n'est jamais trop prudent. Sangboni est ici pour préparer l'un de ses plats de prédilection, le poulet thaï. À côté d'un professionnel, cela a toujours l'air plus simple. La recette est pliée en moins de 15 minutes, cuisson à haute température oblige. Le chicken wok est un de mes plats favoris ici. Je voulais apprendre à préparer parce qu'il avait l'air assez simple, épicé comme je l'aime, comme la cuisine congolaise. Et vu comme le chef l'a fait, je pense que je peux le refaire à la maison. Très léger, j'aime beaucoup le poulet, il y a beaucoup de légumes et je répète, c'est épicé. Bon, je suis déjà une amoureuse de la bonne cuisine, tout simplement. Et très récemment, j'ai été nominée à l'Organisation mondiale de la gastronomie pour m'occuper de leur communication. Donc je me suis dit qu'il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à la gastronomie fine qu'on retrouve au Maroc, des différentes cuisines qu'on retrouve au Maroc, pas seulement la cuisine marocaine, mais la cuisine asiatique,
Enfin, on trouve beaucoup de cuisines différentes au Maroc, donc je vais essayer de m'intéresser un peu plus à ça pour pouvoir bien faire mon travail au sein de l'Organisation mondiale de la gastronomie. Place à la dégustation pour Sangboni. Le plat est une réussite, mais ça, c'était à prévoir. Entre deux bouchées, elle en profite pour annoncer une nouvelle plutôt intéressante à son amie, la tenue d'un événement gastronomique majeur sur Rabat dont elle gérera la communication. Boni, je la connais depuis assez longtemps et ça fait un bail que je ne l'ai pas vue. Et elle venait assez régulièrement au resto et elle adorait ce plat, le chicken thai. Elle me demandait toujours de lui préparer, de lui donner la recette et tout ça, mais ça ne s'est jamais fait. Et là, je suis vraiment ravi qu'elle soit revenue et qu'on lui ait fait découvrir les secrets et la recette du chicken thai. Maintenant, au moins, elle pourra le faire chez elle, à la maison, même si j'ai donné les secrets du resto, c'est pas grave, c'est mon ami. Et ouais, je t'en prie. Et en plus, ça va avec ce qu'elle est en train de faire, avec l'Organisation mondiale de la gastronomie dont elle m'a parlé. Et ça va être organisé à Rabat l'année prochaine. Et voilà, ça se joint quelque part, non? L'heure est venue de prendre congé. Contente de cette interlude, Boni promet de revenir bientôt. Ce coup-ci, il s'agira de parler de l'événement gastronomique en question et des modalités d'un partenariat. La journée s'achève à la Villa Diafa, une adresse phare pour Sangboni dont l'une des énièmes activités consiste à organiser des voyages au Maroc pour ses compatriotes. Quand ils arrivent, c'est généralement dans cet hôtel de luxe qu'ils séjournent. Aujourd'hui, la fermeture des frontières a tout mis à l'arrêt, mais cela n'a pas empêché l'entrepreneuse d'être invitée à découvrir les nouveaux aménagements de l'endroit. J'ai découvert la Villa Diafa qui a commencé au moment de sa construction, comme j'habite pas très loin. Donc en passant devant, j'ai appris qu'ils allaient ouvrir un 6 étoiles, le seul de la ville, et qui n'aime pas les endroits bien raffinés de haut standing. Et c'est un des endroits préférés à Rabat. Ce qui me plaît à Villa Diafa, c'est le calme, vu que ça se situe dans le quartier de Suissi, où il y a beaucoup d'ambassades, donc il n'y a pas beaucoup de bruit, très calme, et c'est très haut standing, et j'aime beaucoup. Une partie de ma clientèle très haut standing qui cherche souvent ce genre d'endroit. Voilà pourquoi je suis venue visiter un peu aujourd'hui pour leur envoyer quelques renseignements sur les endroits où ils pourraient loger quand ils viennent à Rabat, pour ne pas faire les autres endroits qui sont déjà connus. Cet endroit est un peu plus discret, pas beaucoup de gens le connaissent, comme c'est de très haut standing. Donc voilà pourquoi je suis venue visiter aujourd'hui quelques chambres, quelques suites, en vue de proposer ça à ma clientèle VIP. Petit break au soleil après la redécouverte du lieu qui avait dû fermer plusieurs mois pour cause de travaux. Là, tout est prêt et on attend des touristes, mais ça, c'est une autre histoire. On n'est pas bien là. Finir la journée en beauté dans un endroit magnifique comme celui-ci, le calme, le bruit de l'eau, c'est certainement un endroit que je vais proposer à mes futurs clients, que je vais conseiller à beaucoup de mes amis. Parce que nous, en tant que Congolaises, nous aimons la bonne nourriture, les beaux endroits, la bonne vie. Donc un endroit comme celui-ci, c'est juste ce que j'adore. L'art de vivre, c'est justement le dénominateur commun de tout ce que fait Sangboni Telito depuis quelques années, et ce n'est pas elle qui s'en plaindrait. Comme dit l'adage, trouvez un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. Musique à présent avec Brahim Maznet, qu'on ne présente plus, le fondateur du festival Visa for Music et ce qu'on appelle un workaholic acharné. Même en ces temps difficiles où les événements culturels sont mis en stand-by, il ne s'arrête pour ainsi dire jamais. Celui qui a permis de faire connaître plusieurs artistes subsahariens sur la scène marocaine nous a laissé le suivre histoire de découvrir l'essence de son travail. Je vous laisse regarder ça. En préparation de son festival, Brahim Maznet veut encore y croire. Si la pandémie a mis beaucoup de choses au conditionnel, le fondateur de Visa for Music ne se décourage pas pour autant. Tous les matins, il se rend au bureau pour examiner les nouvelles candidatures et faire le point avec ses différents collaborateurs. Normalement prévue pour novembre, la prochaine édition devrait réunir une quarantaine d'artistes, dont un tiers en provenance de pays subsahariens. Chaque année, on reçoit à peu près presque 1000 candidatures, dont nous choisissons une quarantaine, une cinquantaine d'artistes. Je me réjouis de voir maintenant que les Marocains regardent de plus en plus vers de l'autre côté, vers l'Afrique subsaharienne, parce que d'abord on habite ce continent et on doit se connaître mutuellement. J'avoue que
C'est vrai que le Maroc a fait un effort extraordinaire ces 25 dernières années en donnant la place aux artistes subsahariens dans nos festivals, etc. Mais peut-être il y a moins de circulation dans l'autre sens. Événement musical majeur pour la capitale, Visa for Music est aussi une plateforme assurant la promotion de la musique africaine par des Africains. Et ces initiatives sont très intéressantes. Il y a un réseau, par exemple, hip-hop qui est très dynamique aujourd'hui, qui est porté par des artistes de culture urbaine du Sénégal, du Mali, de Mauritanie et du Maroc. Et ils ont créé des choses que je trouve très intéressantes, qui ont permis aussi aux artistes marocains d'aller dans ces pays-là et de se produire sur ces scènes à l'échelle de ces 4 pays. Et ça permet de créer une nouvelle dynamique et peut-être donner plus l'occasion aux artistes de se produire respectivement de chaque côté de Sahara. Pour les jeunes qui travaillent au sein de cette structure, les défis et aspirations sont également multiples. Faire découvrir de nouveaux talents, participer à leur essor, favoriser le croisement des cultures et assurer une longue vie au festival qui soufflera bientôt sa 7e bougie. Visa for Music, c'est le seul projet dans la région qui permet la rencontre entre le Moyen-Orient, l'Afrique, avec l'Europe et les autres pays. Mon ambition, c'est que le projet il dure dans le temps, parce que depuis la première édition jusque-là, on a pu voir qu'il y a eu vraiment une évolution, que ce soit sur le volet artistique ou surtout sur le volet formation. L'année dernière, on a pu vraiment se focaliser sur la partie qui est conférence et formation. Donc un certain nombre de jeunes, que ce soit marocains ou africains ou du Moyen-Orient, ils ont pu bénéficier de certaines formations avec des formateurs à l'échelle internationale. J'ai toujours voulu faire ou suivre une formation en management de projets culturels. J'ai pas eu la chance de trouver une formation ici au Maroc. Donc c'est là où j'ai rencontré Brahim. Au début, j'ai passé un stage pendant mes études. Et en fait, j'ai eu la chance d'être à ses côtés, d'apprendre. Et en aucun moment, il a hésité de me former, de me pousser, de m'introduire à l'univers des arts et de la culture. Et depuis 2015 jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dans les différents projets. Donc, j'ai pu faire du management artistique, organiser les tournées de concerts, l'organisation de festivals comme Visa for Music, programmation artistique et gestion de projets. Après ces réunions, Brahim Maznet doit se rendre à Idrejo, partenaire principal de l'événement. Attendu dans les locaux de la chaîne pour parler affaires, Brahim en profite pour découvrir la nouvelle logistique sanitaire de l'endroit. Il ne faut prendre aucun risque vu le nombre de personnes qui se côtoient matin, midi et soir. À l'heure du jour, l'avancement du projet 2020, les sponsorings confirmés et la couverture des spectacles. Il y a beaucoup à voir et le climat d'incertitude qui règne en ce moment n'est pas pour faciliter les choses, encore une fois. C'est vrai que c'est une période très délicate. Nous sommes quand même à une période où il y a beaucoup d'incertitudes. On suit avec beaucoup d'attention comment les choses vont évoluer dans les pays du Nord, en tout cas en Europe, qui commencent à ouvrir timidement les espaces publics. Donc on essaye de regarder avec attention ce qui se passe. Bon, c'est vrai que beaucoup de marchés ou des vitrines comme Visa for Music n'ont pas eu lieu dans les pays européens et américains, parce que la plupart des festivals ont été annulés depuis mars à juin. Il y a des relances qui arrivent là timidement, donc on regarde avec beaucoup d'attention tout ça. Nous espérons pouvoir s'engager sur la prochaine édition dans les semaines à venir, parce que d'abord il y a une soif, les professionnels ont envie de se rencontrer, d'autant plus vu l'ensemble des annulations qui ont eu lieu ces derniers mois, donc il y a une vraie soif de se retrouver. Et puis c'est peut-être un des derniers festivals qui n'a pas eu lieu cette année, donc on espère quand même qu'il va être une des premières vitrines qui se lance, notamment dans cette ville Rabat, qui est quand même
une ville à vocation culturelle, une capitale culturelle, pas uniquement du Maroc, mais une des grandes capitales culturelles à l'échelle continentale. Parrain de Visa for Music, le fondateur d'Hit-Radio ne pouvait qu'accrocher au concept et prendre part à sa mise sur pied en 2013. Totalement en phase avec la philosophie du festival, ses acteurs et ses objectifs, Younes Boumehdi s'est embarqué dans cette aventure et n'a plus arrêté. Quand Brahim Maznet est venu parler de son projet, il y avait deux projets importants. C'est Visa for Music et le bureau export de la musique marocaine. Deux actions qui sont structurantes, en tout cas qui peuvent accompagner les artistes marocains, mais aussi du continent. La liaison est très importante entre le Maroc et son environnement continental et moyen-oriental. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un marché qui permette aux artistes de rencontrer des donneurs d'ordre, donc des salons, des festivals, des tourneurs qui organisent des tournées mondiales d'artistes pour qu'ils puissent exporter, être connus et gagner de l'argent, qu'il y ait des revenus qui soient générés par ça. C'est donc deux outils qui, à mon sens, étaient très importants et manquaient au Maroc et au continent. Donc c'est naturellement, quand Brahim a parlé de ses projets, qu'on a dit on va le soutenir, on va l'aider. Malgré la recrudescence des cas et les réserves des instances étatiques pour bon nombre de rendez-vous grand public, la team continue de travailler dans le sens du planning mis en place. Les partenaires croisent les doigts pour une 7e édition tout aussi riche que celle des années précédentes, voire plus. C'est inédit, c'est la première fois que nous avons autant d'artistes qui, grâce à un événement, sont exportés et sont visibles ailleurs. On a des artistes, encore une fois, je parle sous le contrôle de Brahim, du Burkina, du Bénin, qui ont pu, parce qu'ils sont venus visiter Visa for Music à Rabat, rencontrer des patrons de festivals européens ou asiatiques. Ils n'avaient jamais été là-bas, et c'est grâce à Visa for Music qu'ils ont pu le faire. Et c'est grâce à Visa for Music qu'ils ont gagné de l'argent et qu'ils ont rapatrié, et qu'ils ont pu développer leur musique, payer leurs artistes, leurs musiciens. C'est un vrai facilitateur d'économie. Au taquet, les deux protagonistes sont attentifs aux moindres signes. Vu le nombre de pays concernés, il est on ne peut plus crucial de tendre l'oreille. Entre décisions gouvernementales, politiques d'assurance et réouverture des frontières, les négociations vont être multidimensionnelles. Chaque partie devra prendre ses précautions et attendre que les choses se remettent à bouger pour tout le monde. C'est ici que tout a commencé, ou plutôt que les premiers concerts de Visa for Music ont été donnés. Entre Brahim Maznet et le cinéma Renaissance de Rabat, c'est une histoire faite d'émotions et de grands moments. À l'arrêt pour le moment, le lieu n'est pas sans rappeler à ce grand mélomane tous les artistes qui s'y sont produits. Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, la liste est encore longue. Pour tous ces musiciens étrangers, ce fut l'occasion de montrer leur talent au Maroc et de partager un peu de leur culture. On comprend l'impatience de notre homme à vouloir remettre le couvert. C'est une salle de vie, c'est une salle où il y a beaucoup d'émotions, c'est une salle historique, elle est magnifique. C'est une salle qui accueille les activités de Visa for Music depuis 2014. C'est vrai que c'est triste de venir dans une salle où il y a normalement souvent de l'émotion, de la vie, une salle aussi de rencontre parce qu'il y a un beau café ici où les jeunes et moins jeunes se rencontrent ici, les intellectuels viennent échanger, dialoguer, parler de leurs projets, évoquer de nouvelles perspectives. Donc c'est vraiment une salle assez particulière ici à Rabat. Chaque année, ils sont environ 800 artistes à soumettre leur candidature à l'organisation. Afrobeat, hip-hop ou encore rythme un peu plus traditionnel, la musique des pays voisins a le vent en poupe au sein des différentes tranches d'âge. Le plateau de Visa for Music chaque année est très riche parce qu'on a, comme je disais, il y a une telle diversité à l'échelle du continent qu'on a des artistes, soit les francophones, anglophones, lusophones, mais aussi sa diaspora, les Caraïbes, parce que pour moi, l'Afrique n'est pas une géographie, c'est un esprit et il va au-delà de sa géographie, son périmètre géographique. La diaspora apporte beaucoup au continent. Après la scène, passage obligé par le café de l'établissement. En temps normal, c'est là que se brasse le public après chaque spectacle, histoire de partager un moment convivial et de discuter des temps forts du show. C'est un espace de convivialité, donc on peut boire un café, un thé, et puis parler des projets culturels. Et comme on a aussi pas mal
de collègues qui viennent de partout. Donc c'est vraiment le point focal parce qu'il est central ici au niveau de Rabat, dans ce quartier Hassan. J'espère que ce lieu va retrouver sa vie normale après le confinement et puis j'espère qu'on se retrouvera tous ici pour célébrer la 7e édition de Visa for Music. C'est l'heure de la pause, enfin si on veut. Le fondateur de Visa for Music nous conduit dans un lieu qu'il affectionne particulièrement pour sa terrasse, offrant l'une des plus jolies vues de Rabat. Le restaurant de l'hôtel Onomo, où Brahim Mazned a ses habitudes, lui permet de décompresser un peu entre deux rendez-vous. Je vis à Rabat depuis à peu près 3 ans. Avant, je venais de temps en temps pour le travail, pour les projets que nous menons. Et je me rends compte à quel point cette ville est très agréable. D'abord, il y a beaucoup de verdure, ce qui manque des fois dans d'autres villes. Et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'infrastructures culturelles, beaucoup de galeries, beaucoup de musées, beaucoup de salles et une dynamique qui s'installe. Et une chose aussi qui est très intéressante, il y a beaucoup d'artistes et d'intellectuels qui ont fait le choix de s'installer dans cette ville. Donc c'est une ville qui, depuis quelques années, est devenue une grande capitale culturelle, pas uniquement à l'échelle du Maroc, mais aussi à l'échelle continentale. Et j'espère que dans quelques mois, on aura oublié, enfin pas évident, cette crise et commencer à installer une nouvelle dynamique, bien évidemment avec des projets culturels nouveaux et des projets artistiques intéressants. Pour tous les acteurs culturels de la place, l'heure est à l'attente. Si bon nombre de secteurs ont repris du service, le monde du spectacle et des festivals peine à se remettre sur le circuit. Malgré tout, les uns et les autres restent optimistes, convaincus que l'événementiel culturel trouvera un moyen de se frayer un chemin. De l'art encore et toujours avec Jean-Éric Dali, peintre et musicien d'origine ivoirienne. Jean-Éric est arrivé au Maroc en 2010. Il s'est installé dans la capitale pour faire connaître son talent et ça n'a pas manqué. Sollicité pour sa musique et ayant réalisé plusieurs expositions, il est également le directeur artistique du Centre culturel africain. Je ne vous en dis pas plus, voyez par vous-même. Artiste peintre et musicien, Jean-Éric Dali, surnommé Djabongo ou encore Dali l'Africain, vit au Maroc depuis maintenant 10 ans. Également directeur artistique du Centre culturel africain, il jongle entre peinture, musique et gestion de l'établissement en question. Je suis arrivé au Maroc à fin 2010, début 2011, à une période où la Côte d'Ivoire connaissait beaucoup de troubles politiques. Et donc en tant qu'artiste, j'ai voulu me projeter ailleurs pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, comment améliorer mes connaissances, comment croiser les gens. Et je suis venu au Maroc parce que dans le temps, à cette époque, le Maroc, c'était, tu vois un peu, c'était l'Eldorado, c'était là où tout allait bien, c'était des belles images qu'on nous miroitait en tant que musicien, parce que j'ai beaucoup d'amis qui venaient ici. Et donc je suis venu m'installer au Maroc, et voilà un peu la petite histoire. Ces derniers mois, Jean-Éric a souhaité mettre l'accent sur les arts plastiques en vue d'une prochaine exposition. Sa technique, mêlant sculpture du bois et peinture figurative, permet la réalisation de toiles en relief. Un travail laborieux pensé au centimètre près et dont le résultat rend presque toujours hommage à sa Côte d'Ivoire natale. Quand j'arrivais, moi j'arrivais en tant que musicien. J'arrivais pour explorer le Maroc du point de vue musical un peu plus. Et quand je suis arrivé, le temps de m'adapter, de voir un peu comment ça se passait, j'ai essayé de voir le paysage artistique et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités en rapport avec la peinture. Et je me suis dit, ben ouais, voici une autre corde que j'ai à mon arc. Vu que c'est elle que je pratiquais, c'est cette corde-là que je pratiquais beaucoup au pays. Donc je me suis mis à... J'ai observé et j'ai croisé des peintres très talentueux au Maroc avec des techniques autres que ce que moi je pratiquais au pays. Et je me suis dit, bon, actuellement le Maroc reçoit beaucoup de subsahariens, beaucoup de migrants. Peut-être qu'à travers la peinture, à travers ma manière de peindre les personnages, je vais contribuer à faire connaître un peu plus ces populations qui viennent
Parce que mieux on se connaît, mieux on vit. Donc j'ai travaillé sur un premier thème. Sur un premier thème qui était... Le thème c'était Dali l'Africain, le périple noir. Ça s'est fait au Grand Comptoir, ça c'était en 2012 je crois, 2012 oui. J'ai travaillé sur un thème où j'ai présenté la culture africaine sous plusieurs formes. Je travaille beaucoup avec la matière, donc j'ai essayé de traduire le quotidien de nos pays subsahariens pour que les gens y voient, les gens y connaissent. Et voici un peu, j'ai eu l'occasion de... comment je me suis fait connaître. C'est par l'intercession d'une dame, elle s'appelle Fatim Zahra Yacoubi. Voilà, elle a beaucoup aimé mon travail et elle m'a proposé d'exposer. J'ai travaillé sur une vingtaine d'œuvres et on a exposé et ça a été le point de départ. Et une petite anecdote, là où la galerie où j'exposais, l'artiste qui décrochait avant moi c'était Mahmoud Maigri. Et c'est ce jour où j'ai fait connaissance avec celui que j'appelle aujourd'hui mon papa. Utilisant du matériel de récupération et des colorants naturels, Dali l'Africain a une approche écologique de l'art plastique. Ne pas polluer, ne pas gaspiller, ne pas heurter l'environnement, le message est omniprésent dans ses œuvres. Moi j'adore tout ce qui est rustique. Voilà, j'ai un penchant pour le toucher. Tout ce qui est meuble dans ma maison, c'est moi qui le fais. Je suis beaucoup manuel. Et donc ce que moi je fais, je travaille beaucoup les reliefs. Beaucoup les reliefs. Et ceux qui voient ma peinture, je ne me décris pas. Ceux qui voient ma peinture, ils la qualifient de peinture verte. Parce que j'utilise un peu tout ce que la nature m'offre comme matériaux. Le sable, les cailloux, les noix de coco, les calebasses, le raffia, les cordes. Tout ce que je ramasse partout, je les mets sur mes toiles. Voilà, donc ils disent un peu, toi tu fais la peinture verte, tu fais la peinture verte et tu fais la peinture écolo. Bon, un peu c'est pour rire. Mais je vais dire que moi, ma technique, je la qualifie de collage et de sculpture sur toile. Ouais, je fais ce qu'on appelle la sculpture sur toile et j'adore travailler sur la toile de jute. Justement pour son aspect rugueux, et vraiment rustique, vraiment roots, on va dire. Et donc ma technique, c'est un peu cela, c'est du collage et de la sculpture sur toile. Comme Jean-Éric l'a précisé, c'est d'abord en tant que musicien qu'il a débuté en arrivant au Maroc. À la tête d'un groupe de reggae lorsqu'il était à Abidjan, Djabongo a voulu réitérer l'expérience ici et reproduire un genre musical cher à son cœur. Moi, je suis venu dans l'objectif de faire la musique reggae, de faire renaître le groupe ici. Et c'est ainsi que j'ai créé le groupe Zion Rock. Zion Rock, c'est un groupe qui fait du reggae, un groupe constitué d'Ivoiriens et de Marocains. Ça fait que notre reggae est très africain avec une touche particulière, un peu orientale. Et voilà, et on a postulé comme ça. C'était un de mes amis qui a dit, bon, il y a un concours de musique qui se passe là, et bon voici, bon, viens, il faut qu'on parte, il faut que tu postules. J'ai dit, mais moi je suis arrivé, j'ai même pas encore de photos professionnelles pour postuler, c'est maintenant, nous sommes en train de faire. Il dit, non, on s'en fout de ça, il faut postuler. Il a pris le nom du groupe, il a pris, je sais même pas quelle photo, il a postulé. On est retenus. On dit, bon les gars, nous sommes retenus, il faut qu'on commence à bosser dur. On se met à la chose, on bosse. On arrive au concours. Petite anecdote, les musiciens marocains, ils connaissent le milieu. Quand nous sommes arrivés au concours, qu'ils ont vu tous les musiciens qui étaient là, ils ont dit, ah Bongo, on ne gagne pas ça, on ne peut pas gagner. Ce musicien, il est fort, ce musicien. Donc moi j'ai dit à tous mes gars, j'ai réuni l'équipe, j'ai dit, nous sommes là pour commencer notre carrière. On n'est pas là pour participer à un concert, à un concours. Nous sommes là pour donner un concert. Et on va prendre les images, on va commencer notre carrière. Donc, que ce soit le meilleur musicien qui joue, ne vous en faites pas. On vient, on joue nos chansons, on donne un concert, on s'amuse. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes montés sans stress, on s'est amusé, on a fait participer le public. Et quand je descends, il y a une personne qui m'aborde, il dit, vous venez de changer le visage du tremplin. Bon, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Jusque-là, on m'a dit que je suis subsaharien, je ne peux pas remporter un concours comme ça. Donc j'ai dit bon. Et je vais dire joie pour joie, surprise pour surprise. Premier prix, catégorie fusion, concours tremplin 2015, Djabongo and the Zion Rock. Waouh, on va dire le triomphe de Dieu. Sorti vainqueur d'un tournoi, Jean-Éric et ses acolytes se sont vus sollicités par plusieurs établissements de la capitale. Il n'a finalement pas eu à choisir entre peinture et musique. L'une et l'autre ont naturellement trouvé leur place dans son quotidien, faisant de lui un artiste polyvalent, exposant ses œuvres et laissant entendre ses chansons engagées.
j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de groupes latinos, subsahariens, marocains qui étaient très forts, très percutants, mais ils faisaient la variété. Il n'y avait pas de groupe tendance reggae 100%. Et comment j'ai monté ma formation, j'ai eu pas mal de conseils. Non, tu sais, tu ne peux pas faire du reggae. Le reggae, ça ne marche pas ici. Prends une chanteuse, fais un peu de variété, un peu de jazz. J'ai dit, man, je ne sais faire que du reggae. Vous savez faire tout. Vous faites tout bien. Moi, je fais mon reggae, je vais le faire bien. Et j'ai commencé. Ils m'ont même dit, ah, tu as vu au Pietri ici, on ne prend pas, c'est le jazz. Si tu veux avoir des... J'ai dit, bon, moi, je le fais par amour de la chose, par conviction. C'est une passion. D'abord, avant qu'il y ait l'argent. Et au Pietri, on ne prenait pas le groupe reggae. Aujourd'hui, je suis le groupe reggae qui a commencé au Pietri. Et il y a des groupes reggae qui jouent au Pietri de façon constante. Voilà, je suis l'un des musiciens qui est marqué au Pietri avec ma photo, tout ça, avec mon reggae. C'est-à-dire que c'est possible. Et donc, on remporte le concours Tremplin en 2015 et s'ensuit plusieurs scènes de festivals. Ça veut dire qu'on se met en même temps sur les scènes, on fait des festivals avec nos propres chansons, pas de reprises. Des reprises, on les fait quand on ouvre ce site pour des soirées reggae, Bob Marley, Peter Tosh, Benny Smith. Mais quand il s'agit de concerts, de festivals, on ne joue que les chansons de notre album. L'album, c'est Lumière, l'album Lumière. Il y a un album de 10 titres qui est sorti en 2017. Et les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment. On s'est dit, bon, pourquoi alors? Donc, on s'est lancé dedans à fond. On a fait pas mal de festivals, Visa for Music, on a fait Meknes, le festival Volubilis, on a fait Boulevard, on a fait Mohamedia, on a fait Tanger, on a tourné, on a fait pas mal de trucs. Et ça nous a valu un peu une reconnaissance ici. Voilà pourquoi quand il dit un peu Djabongo, on dit, ah bon, c'est le faiseur de reggae. En fait, c'est ça un peu la petite histoire. La vie d'un artiste est toujours jalonnée de ses rencontres. S'il ne fallait en mentionner qu'une, Jean-Éric n'hésiterait pas une seconde. Grand ami de Mahmoud Migri, croisé dans le cadre d'une exposition, il ne passe pas une semaine sans le retrouver chez lui ou dans un café. Leur entente, scellée autour de l'art et de l'échange culturel, s'est très vite muée en un lien filial. Celui que Jean-Éric appelle désormais papa fait également office de mentor. Aujourd'hui, les deux hommes se sont donné rendez-vous au centre-ville de Rabat. Accompagné de son épouse Karima, Mahmoud Migri est venu partager un moment avec le musicien et s'enquérir des dernières nouvelles. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré des personnes, il y avait sans affinité, oui, tu fais ça, c'est bien, c'est bien. Plusieurs ont pris mon contact pour me rappeler. Et tu sais, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui cherche à faire quelque chose, dès qu'on prend son numéro, il s'est dit, waouh, c'est peut-être une porte qui s'ouvre. Il a de l'espoir. Et tu t'imagines, après 3 mois, 4 mois, quand on ne te rappelle pas, c'est comme si ta force. Et donc, quand elle m'a présenté à Mahmoud, il a dit, ah, c'est bien, elle a posé un peu, il a pris mon numéro. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être il ne va pas me rappeler, ça y est. On a fait l'exposition, il m'a donné beaucoup de conseils. Et après l'exposition, je suis là, 2 semaines après, mon téléphone sonne. Allô? Oui, allô, c'est Dali, le peintre, oui, c'est Mahmoud Migri. Il m'a rappelé. Ah, d'accord. Et c'est parti, tu vois, ça coule comme de l'eau, c'est naturel. C'est depuis ce jour, en fait, on s'est connus. Moi, je l'ai attrapé, je ne le lâche plus. Discussion philosophique, souvenirs de voyage. C'est vrai qu'il m'a lancé des fleurs. Mais dans la vie, il faut avoir des modèles. Il faut avoir des modèles. Et je l'ai dit en toute franchise, quand on préparait l'émission, je l'ai dit, que en fait, les gens que je vais croiser aujourd'hui, c'est des gens qui sont largement au-delà du cadre professionnel. Voilà, c'est des liens qui sont devenus tellement forts que quand moi je dis je suis à Rabat, c'est par rapport à eux, je suis à Rabat. Aujourd'hui, c'est la famille. Hein. Bon, quand je dis mon papa, je parle de la famille, je parle de Karima. Elle ne veut pas que je l'appelle maman, mais c'est pas grave. Je parle d'elle, c'est vraiment une famille. C'est vraiment... Et quand je dis famille, c'est famille. Je ne sais pas si tu vois un peu. Quand je dis famille, c'est famille. C'est famille. Parce que, quelle que soit l'heure, et je pèse mes mots. Quand je dis, papa, j'ai besoin de toi, il se déplace, il vient. Ça, c'est plus que la famille. Et il a dit beaucoup de choses. Dans la vie, il faut avoir des modèles. Pour moi, c'est un modèle. Tu sais, quand moi j'arrivais au Maroc, ça fait 10 ans, on était encore confrontés, moi, les subsahariens, à beaucoup de choses. Et plus on se concentrait sur ces choses qui n'étaient pas positives, on s'écartait du chemin, on s'écartait de notre objectivité. Et il a fallu des gens, des familles comme ça, pour que quand les gens te font des choses dans la rue, tu
te dis heureusement que tous ne sont pas comme toi. Ça veut dire que tu positives, tu vois, tu relativises et puis tu passes ton chemin, ça te permet de rester sur ton chemin. Oui, oui. Si aujourd'hui je peux dire partout je passe, parce que les frustrations j'en ai connues, comme tout le monde ici, je te dis pas. Mais si aujourd'hui je me dis, bon, c'est partout il y a des gars qu'il ne faut pas considérer que c'est grâce à... Non, c'est pas grâce, je crois que... Non, la vie... Il faut... Je te dis, la vie, je pense que c'est un destin qui ne dépend pas de nous. Tu viens d'ailleurs, je viens d'ailleurs, je suis à Rabat, tu arrives à Rabat. Tout ça, c'est des... Je crois au mystère de la vie. Il y a des mystères. Oui, c'est des destinées. Donc je ne crois pas que... On va faire comme les mages, tu vois. Ils ont une vision des choses. Si tout le monde avait cette vision de l'autre, il n'y aurait pas toutes ces scissions, toutes ces guerres. Je suis sûr que lui, par exemple, il a des amis ici, de l'Afrique du Sud. Et qui lui disent « Ah, les Marocains !» Mais lui, il a un Marocain, ou peut-être 2, peut-être 10, qui disent « Mais c'est pas ça, les Marocains. Les Marocains, c'est autre chose. » Donc nous sommes dans le devoir de l'humanité. C'est un devoir. On trouve même dans un verset très noble que j'aime, du Coran, et c'est pas religieux ce que je veux dire. C'est simplement, je trouve, que dans le Coran, il y a des choses qui sont mortes, sont passées par le Coran. Tu vois, on a créé l'être humain dans sa perfection. Dommage, il est retombé au fin fond de l'univers. J'aime bien cette... Donc, notre devoir maintenant, c'est une expérience de retourner vers cette élévation de Dieu. Sans religion. Bon, je suis musulman, mais je n'aime pas toujours faire rentrer Dieu dans les affaires d'hommes. D'ailleurs, Dieu te le dit. C'est din mu'amalat. La vraie religion, c'est comment tu me reçois, comment je te reçois, comment tu te comportes avec moi et comment je me comporte avec toi. C'est ça, donc c'est l'humanisme. La religion, c'est redevenir un être humain. Et ça, c'est mes grands-pères, mes parents, mon père surtout. Ils ont tous cette philosophie. Donc je n'ai rien apporté de moi-même. C'est une génération. Donc tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un devoir que de recevoir l'autre. Et surtout, celui qui n'est pas de ta ville, ou de ton pays, ou de ta maison. C'est un devoir. C'est moi qui te remercie, tu vois, de m'avoir permis de te rendre quelque chose, de te rendre service. Tu vois, c'est dans cette philosophie que je suis, que mes frères, mes parents sont. Voilà. Les cafés terminés, le trio se lève, histoire de poursuivre la conversation ailleurs. Le confinement ayant pris fin, beaucoup de musiciens habitués à se produire dans les restaurants ou lieux de loisirs se demandent quand est-ce que les live bands vont pouvoir reprendre. Au Pietri, où Djabongo avait coutume de jouer en groupe, on attend encore que les choses se décantent. Accueilli par le manager de l'établissement, Jean-Éric se fait montrer les nouvelles installations. Le confinement aura au moins permis d'avancer sur les travaux. Tous sont pressés de reprogrammer les spectacles musicaux, l'affaire d'un mois peut-être ou un peu plus. C'est ce qui se dit dans les coulisses, mais difficile d'être sûr. Et au départ, moi, faiseur de reggae, tous mes collègues, mes amis musiciens me disaient, tu vois, au Pietri, c'est la classe, c'est le jazz. Si tu veux jouer au Pietri, il faut que tu fasses autre chose, la variété, mais pas le reggae, vas-y, change de musique. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai toujours dit, je ne sais faire que du reggae, je vais faire du reggae et je vais proposer mon reggae. Si on aime, si on n'aime pas, mais j'étais convaincu d'une chose, la musique, quel que soit le genre, quand elle est bien faite, elle accroche. Et donc j'ai un ami qui travaille ici qui s'appelle Xavier, et le programmateur, c'est lui qui programme le groupe. Il m'a vu jammer quelque part avec mon groupe, et puis c'est cool, il m'a donné rendez-vous, je suis venu.
Et quand je suis arrivé là, bien avant ça, je venais ici accompagner des amis, mais c'était fouf, les coins, c'est pas donné à tout le monde de jouer. On était dans notre coin, on regardait. Et je suis arrivé, ils m'ont donné ma chance ici. Quand je suis arrivé, j'ai croisé Choukri, j'ai croisé tout le monde, j'ai croisé Driss, le propriétaire, mais des gars sympas. Après, parce que la première soirée, pour moi, c'était très important. Est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été? Et dès qu'on finit de jouer, tu sais, en tant que, quand tu es nouveau dans quelque part, tu te dis, est-ce que le patron a aimé, est-ce que le patron n'a pas aimé? Le patron, tu sais ce qu'il fait? Tu finis de jouer, je ne sais pas s'il a senti le tract ou bien... Il m'appelle, Djabongo, viens, il me fait asseoir à sa table. Il m'offre un repas, on mange. Et puis il dit, ça y est, c'est bien ta soirée. À partir de là, il m'a dit, le Pietri, c'est ma maison. Et cette phrase, jusqu'à présent, elle tient. Ça remonte maintenant à plus de 2 ans. Je suis régulièrement programmé là. Ma photo figure dans les affiches de tous ceux qui sont là. J'ai croisé à la suite Choukri, ça dépassait le cadre professionnel. On se voit, on s'appelle hors ici. Chaque fois que je viens ici, c'est difficile. Tu as vu, il vous a présenté tous à manger, c'est chaque fois, c'est comme ça. Et quand je sais qu'il travaille, je préfère l'éviter durant ses heures de travail. On se croise à part ici. C'est la famille. Choukri, c'est la famille. C'est dire merci à Choukri, à Xavier, à Driss à la maison. Vraiment, j'ai pas envie de tout dire ici. Je ne sais pas si les gens vont vouloir que je dise tout ici, mais je dis merci pour l'opportunité, pour le soutien aux artistes et pour le sérieux qu'ils nous ont inculqué à travers leur manière de fonctionner ici. Vraiment, je dis merci. L'école de la vie, c'est partout. C'est partout. Quand tu fais la musique, ton école, c'est pas forcément dans la musique, c'est aussi avec les gens avec qui tu es, ceux qui te servent de modèle. Choukri? Oui, bien sûr. À en croire Jean-Éric, ici on fonctionne comme une famille. L'ambiance est au beau fixe, on se serre les coudes et on apprécie aussi de travailler ensemble. C'est la première fois où on a travaillé avec Djabongo, c'était du reggae. Du reggae, c'est un peu différent par rapport à notre restaurant. Mais ça marchait bien, il y avait on a fait un bon chiffre d'affaires avec, c'est sûr, on ne peut pas l'oublier. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils sont très gentils. C'est des gens, c'est un melting pot. C'est des Ivoiriens, des Camerounais, des Marocains, c'est un mélange. C'est un groupe de 7 musiciens peut-être, parfois 6, parfois 7. 2 chanteurs, Eric et sa femme, Daniela, sa femme. Ils jouent de la bonne musique, les gens apprécient beaucoup. Je pense, pendant ce confinement-là, il y a des difficultés pour recevoir des musiciens sur place pour les live bands. C'est un peu difficile. On n'a pas encore la date exacte pour mais je pense qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs que ça va se faire. Ça va se faire, mais prochainement. Je ne sais pas encore la date exacte. Nous n'avons pas encore un communiqué sur ce temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on aime bien Zion Rock, Djabongo à Zion Rock. Il a présenté aussi son album ici au Pietri exclusivement. C'était bien. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des gens très sympas. On a collaboré ensemble pour que ça a bien passé. C'était une réussite. L'heure du déjeuner se profile. Jean-Éric a opté pour un snack maroco-égyptien tenu par un autre ami à lui. Ce dernier a vécu de longues années en Côte d'Ivoire. Pas étonnant que le courant soit très vite passé entre eux. Venu déguster la spécialité de la maison, le fameux pain de viande à l'égyptienne, Jean-Éric se met en appétit en assistant à sa cuisson. Sous l'impulsion des 2 hommes, le menu va vite s'allonger. Pour donner un côté ludique à la chose, Jean-Éric et Chihab ont instauré un rituel. Chaque repas s'accompagne d'une partie de morpion, à l'issue de laquelle le gagnant se voit invité par son adversaire. En quelques minutes, l'affaire est réglée. Fair play, le perdant va devoir se plier à la règle. Ah, ici, c'est mon chez moi. Ici, c'est une adresse. Je passe la plupart de mes journées ici. Et quand je viens ici, je me sens chez moi. Je mange marocain, égyptien, ivoirien. C'est-à-dire, je fais le tour du continent tout en étant au Maroc. Et voilà. Et puis, je viens ici aussi parce que c'est un ami de longue date, un très bon ami.
un très bon ami et j'en ai pas beaucoup comme lui. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est amis, on se voit pratiquement tout le temps. Ivoirien de cœur parce que j'ai vécu pratiquement 4 ans en Côte d'Ivoire et donc ça c'était quand j'étais très jeune et le fait d'être avec lui, de le voir, ça me rappelle mes souvenirs. Même les plats, on essaie de concocter des plats ivoiriens ensemble, donc ça me rappelle énormément. Donc c'est pour ça que ça nous rapproche encore plus. Ça. En fait, ce jeu, c'est on va dire une petite tradition qu'il y a entre lui et moi. Il a son espace, je vais bouffer. Que j'ai l'argent ou pas, on joue. Quand je gagne, il m'offre le plat. Quand je perds, bon, je peux lui payer son argent après. Oui. Bonne compagnie, plein air, saveur ou le secret d'une journée réussie pour Jean-Éric. 10 ans après son arrivée au Maroc, l'artiste en quête d'inspiration et de nouveaux horizons a aussi bâti de belles relations. De celles-là même qui résistent au temps, rendent plus fort et font aller de l'avant. Et voilà, Saga Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve, Inch'Allah, le mois prochain pour de nouveaux profils et de nouveaux parcours. Et en attendant, prenez soin de vous. Les bisous.